Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale de campagne électorale sur Equinox Télévision Etoudi 2025. Etoudi 2025 est un programme spécial qui donne la parole aux candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain de dérouler leur programme, leur vision, leur projet de société pour les 7 prochaines années. Dans cet autre numéro d'Etoudi 2025, nous recevons Issa Thiron Aboubakari, candidat du FSNC à l'élection présidentielle à venir. Issa Thiron Aboubakari, bonsoir. Bonsoir. Et merci infiniment d'être venu sur ce plateau pour cette émission de campagne électorale. Je vous remercie infiniment d'avoir pensé à moi et de m'offrir cette opportunité. Pour conduire cet entretien, je serai avec d'autres journalistes qui vont se succéder sur cette scène pour poser des questions qui vous aideront à mieux expliquer votre vision, votre offre politique. Aloïs Onana viendra pour vous interroger sur l'aspect économique de votre vision. Donald Brice Kamgan s'occupera du volet social. Mais d'ores et déjà, nous ouvrons tout de suite le bal avec les questions d'ordre politique et c'est avec Edmond Kangia. Edmond, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. Bonsoir M. Issa Thiron. Bonsoir. Comment devons-nous vous appeler? Monsieur le ministre ou Monsieur le Président? Oui. Que préférez-vous? Monsieur le Président. Monsieur le Président. Yes. Monsieur le Président, nos questions portent sur la vie politique, sur les droits de l'homme et la démocratie, sur les crises sécuritaires, sur les institutions de l'État et sur la diplomatie. D'abord sur la politique, les droits de l'homme et la démocratie. Depuis quelques jours, on constate une mobilisation populaire lors de vos meetings à travers le pays. Avez-vous le sentiment que les populations écoutent votre message? Merci de poser cette question. La réponse est très simple. Si vous êtes dans l'interrogation, pas le peuple, la présence massive du peuple dans tous mes meetings, nord, sud, est et ouest, ça atteste de ce que je suis en phase, je suis en harmonie avec le peuple. Donc si vous, journalistes, vous êtes encore dans la phase d'interrogation, cette présence massive atteste de ce qu'il y a donc symphonie, harmonie entre moi et mon électorat et le peuple camerounais dans son ensemble. Si nous posons cette question, c'est parce que vous partagez le bilan peu reluisant du gouvernement que vous venez de quitter, du régime du président Paul Biya, en tant qu'ancien allié politique. Alors, comment est-ce que vous avez sauté le pas? Très bien. C'est vrai ce que vous dites, la solidarité gouvernementale prescrit à tout membre du gouvernement de rester solidaire au gouvernement, incontestablement, parce qu'on n'y est pas contraint et forcé. On y est parce qu'on a accepté le principe. Donc la solidarité gouvernementale est la règle. La deuxième chose, et c'est une précision qui a son pesant d'or, le ministre n'est pas comptable devant le peuple. C'est le président de la République qui est comptable devant le peuple, pas le ministre. Mais le ministre est comptable devant le chef de l'État. Quand bien même il y a solidarité collective au niveau du gouvernement, mais il y a des spécificités, il y a des responsabilités particulières. J'ai eu le privilège d'accompagner le président Biya pendant une vingtaine d'années. J'ai été ministre des Transports, j'ai été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, j'ai été ministre de la Communication et c'est là où j'ai eu le privilège de vous connaître tous. J'assume tout ce que j'ai fait comme ministre. Je dis la chose suivante. Votre lecture est partagée par l'immense majorité des Camerounais. Tout va à volo, malheureusement. Mais il se trouve que ce que Thiron a fait, je valide. Au transport, ce que j'ai fait jusqu'à présent, aucun ministre n'a fait. Je suis parti de là il y a une trentaine d'années. Le péage, c'est ma création. Le paysage, c'est ma création. Le fonds routier, c'est ma création. Le bureau de gestion des frais de transit, c'est ma création. Au niveau du transport maritime, le dragage du chenal du port, vous savez, quand j'étais venu, le tirant d'eau au port de Douala n'était pas supérieur à 5 mètres. Quand je partais, c'était près de 8 mètres. Lorsque j'ai fait créer la SND, c'est-à-dire la Société de dragage des côtes africaines du Cameroun. Lorsque j'étais venu, avant que je ne vienne, il n'y avait pas de Camerounais à Cogné.
C'était des étrangers, en particulier les Français qui étaient des aconniers. Il a fallu que je vienne, que je mette en place une loi qui a permis donc aux Camerounais d'être des aconniers. En cela, vous pouvez leur poser la question. Dans l'aviation, c'est moi qui ai créé les ADC. Les ADC, c'est quoi? Vous savez, c'est ASECNA qui gère la sécurité et l'assurance de 15 pays africains. Il se trouve que ces pays-là confient à ASECNA la gouvernance de leurs aéroports internationaux, rien que des aéroports internationaux. Tous les aéroports domestiques de ces États sont gérés par ces États. Le Cameroun a fait exception parce que le Cameroun a demandé également à l'ASECNA de lui gérer ces aéroports domestiques. Quels sont les aéroports domestiques? C'est l'aéroport de Maroua, l'aéroport de Ngaoundéré, l'aéroport de Bafoussam, l'aéroport ainsi de suite. Tous les aéroports qui ne sont pas des aéroports internationaux sont gérés par le gouvernement, par les gouverneurs, par les États, et ces États, l'État du Cameroun a confié aussi la gestion des aéroports domestiques à ASECNA. Ça a marché jusqu'au jour où l'État était devenu pratiquement, pas en faillite, mais en cessation de paiement. Vous vous souvenez qu'il fut un temps dans notre pays où l'État est resté pendant 4 mois ou 5 mois sans payer de fonctionnaires. Il fallait donc qu'il y ait quelqu'un qui invente quelque chose. C'est pour ça donc que tout ce que j'ai fait au transport, c'était de la création, de l'innovation, au prix excessivement fort que j'ai payé. Donc, alors, ça c'est le transport de manière générale, air, terre et mer. Maintenant, j'ai été ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, je n'ai pas besoin de dire ce que j'ai fait. Écoutez, quand je venais, vous savez dans quel état j'ai trouvé cette maison. Quand je partais, vous savez dans quel état se trouvait cette maison. J'ai été ministre porte-parole du gouvernement pendant 10 ans. 2009-2019. J'ai mis à votre disposition, vous les journalistes. D'abord, je vous ai ouvert les portes du gouvernement. Avant moi, il n'y avait que la CRTV qui avait accès à l'information. Vous pouvez aller à l'aéroport pour accueillir, parce que j'ai acheté 2 cars que j'ai mis à votre disposition. Vous aviez accès à tous les départements ministériels. J'ai donc obtenu cette faveur de vous ouvrir les portes du gouvernement. Je ne sais pas si c'est encore le cas. C'est sous mon administration. J'ai organisé les états généraux de la communication. Vous vous souvenez? Bien sûr. Ça a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? J'ai obtenu la possibilité de mettre en place un compte d'affectation qui devait permettre à la presse de manière générale de pouvoir fonctionner. J'avais trouvé la source de financement, c'était au niveau des câbleaux distributeurs qui ont fonctionné sans licence. Ils faisaient 6, 7, 8 milliards tous les ans, sans qu'on leur en prélève ce qui devait revenir à l'État. J'ai donc obtenu la possibilité de prélever 2% de ce qui revenait à la publicité, plus je mettais donc ces câbleaux distributeurs à contribution. Avec ça, je créais donc un compte d'affectation. Malheureusement, le ministre des Finances de l'époque, bien que j'ai engagé des démarches avec le ministre d'État Famdongo, nous sommes allés chez le ministre, ça n'a pas marché. Ça m'est resté au travers de la gorge. La chose qui m'est restée encore au travers de la gorge, c'est la réhabilitation de la CRTV. La réhabilitation de la CRTV, c'est quelque chose qui m'est resté au travers de la gorge. Parce qu'en 2015, le président de la République avait signé le contrat avec un opérateur spécialisé dans le domaine, un opérateur chinois. Ils étaient à 2 en compétition, il y avait StarTimes, il y avait Huawei. Bref, sans entrer dans les détails, l'écart entre les 2 compétiteurs était de 60 milliards. StarTimes, 110 milliards et l'autre 172 milliards. L'écart était donc de 62 milliards. Les proches collaborateurs du chef de l'État et autres, ils ont exercé tellement de pression pour que ce marché soit attribué plutôt à l'autre. Heureusement, le chef de l'État m'a suivi. Il a suivi également le Premier ministre de l'époque, Yann Lemont. Il a donné donc le marché à StarTimes, dont la spécialité est la radio et télévision. Je n'entre pas dans les détails. Mais à partir du moment où ce marché n'a pas été attribué à Huawei, des hommes puissants, proches collaborateurs du chef de l'État se sont organisés pour que ce marché ne soit jamais exécuté par moi-même. Alors, il y a certainement... Que je finisse d'abord. Oui. Que je finisse d'abord.
Aujourd'hui, le président avait accordé ce marché en 2015. Nous sommes en 2025. 10 années se sont écoulées. La CRTV est en train de s'écrouler. Ce marché n'a pas été exécuté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez dire. Bon. Oui, d'abord, enfin, je voulais dire qu'il y a le volet aussi de l'emploi de la formation professionnelle, mais on reviendra là-dessus avec Donald Brice-Kamgan. Je voudrais peut-être qu'on continue avec sur la vie politique, le fonctionnement des institutions et la vision du candidat sur les questions de liberté, de droits de l'homme et de la démocratie. Oui, comme il a évoqué son passage au ministère de la Communication, je voudrais évoquer un des aspects qui, jusqu'aujourd'hui, nous semble défaillant dans la presse. C'est-à-dire, le gouvernement ne subventionne pas véritablement la presse camerounaise. L'aide à la communication n'est pas une subvention. Et ce sont les médias d'État qui sont subventionnés. Ailleurs, ce n'est pas le cas, c'est l'ensemble de la presse. Et le montant est très élevé. Que prévoyez-vous dans votre programme par rapport aux entreprises de presse au Cameroun? Très bien. Aujourd'hui, malheureusement, le journaliste végète. Il n'a pas la possibilité de l'indépendance de son opinion. Et de ce fait, il devient donc un genre de mercenaire qu'on peut acheter pour une œuvre et son contraire. Tout dépend de l'offre et de la demande des uns et des autres. Ceci en raison de l'indigence de la profession. Et c'est pour cette raison que moi, j'avais obtenu la possibilité de mettre le compte d'affectation qui mettait à votre disposition suffisamment de moyens et au niveau donc de la régulation et du Conseil national de la communication, qu'on fasse en sorte que l'éthique et la déontologie dans l'exercice du métier soient respectées. Aujourd'hui, l'éthique et la déontologie, malheureusement, ne sont pas respectées. Moi, en tant que président de la République, désormais, pour être passé par là, je sais exactement ce que je dois faire. Vous, journalistes, vous en serez contents parce que vous serez au service de la vérité, au service du peuple. Vous serez un instrument de développement, mais pas un instrument au service des individus qui attaquent les uns et les autres d'une manière ou d'une autre. Vous êtes plusieurs candidats de l'opposition qui briguaient le siège présidentiel. Qu'est-ce qui va faire la différence entre votre programme politique et ceux des autres candidats de l'opposition? La présence massive des foules. Quel est le seul, dites-moi, un autre candidat qui a eu le privilège de faire venir tant de personnes? Un seul. Il n'y en a pas. Le dernier meeting, plus de 100 000 personnes. C'est pour la première fois que vous avez vu ça, c'est pas vrai? Si vous êtes dans le doute, pas le peuple, lui, il sait. Il était question de le discours du gouvernement, il n'y aura pas coalition. Dès lors qu'il n'y a pas coalition, ipso facto, l'opposition était battue. C'est l'idée donc qu'ils vous ont vendue et vous avez véhiculé cette idée. Le peuple vous a abandonné dans cette conception. Le peuple, lui, il a déjà fait sa coalition, il a identifié son leader et aujourd'hui j'ai le privilège extraordinaire mais à la fois redoutable d'être en face de vous. Le peuple, lui, il a fait sa coalition, il a déjà désigné son leader et c'est pour ça que partout où est le peuple, des dizaines et des milliers, sinon des centaines, vous voyez. Donc le peuple, lui, il sait ce qu'il veut. Si vous, les journalistes, vous êtes en retrait. Puisque vous évoquez la coalition, cela me permet de revenir sur l'appel lancé par Maurice Kamto, qui était candidat porté par une autre formation politique, message qu'il a adressé aux candidats à l'élection présidentielle, notamment aux candidats de l'opposition. Appel à l'unité. Et dans cet appel, il s'intéresse particulièrement à deux candidats, deux poids lourds, qu'il a estimé être les plus expérimentés dans la politique et dans la gestion des affaires de l'État. Vous voyez où est-ce que je vais en arriver? Sans les citer, il s'agissait certainement de Bello Bouba Maïgari et de Issa Thioro Bakari. Il vous a demandé de vous mettre ensemble et de faire en sorte que le candidat le mieux placé et capable de tirer le pénalty soit choisi avant qu'il ne donne sa consigne de vote. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais attendent encore de voir, si c'est encore possible, que ces deux poids lourds originaires de la même région, du même département, se mettent ensemble. Même de la même ville, si vous voulez. Même de la même ville, Garoua. Cher monsieur, vous avez dit des poids lourds.
Vous maintenez toujours les poids lourds? Au vu de ce que vous voyez là? C'est l'expression utilisée par le professeur Maurice Kamto. Je vous pose la question maintenant. Est-ce que qui est poids lourd? Il y a un poids lourd et un poids léger, très léger. Il y a un poids lourd, un poids extrêmement léger. Je voudrais donc que justice soit rendue au peuple qui a opéré son choix. Je vous ai dit, ce qu'on voulait, c'est la coalition. Le peuple a déjà fait sa coalition. Et c'est cette coalition aujourd'hui qui brille de mille feux. Il suffit simplement que l'élu du peuple passe par ici. Vous avez 50, 100 personnes qui suivent. Est-ce que l'autre existe? Je n'ai parlé de personne. C'est parce que vous avez utilisé un qualificatif, les poids lourds. Maintenant, je vous pose la question, à votre avis, qui est poids lourd, qui est poids léger? Monsieur le ministre, c'est nous qui posons les questions. Oui. Dans la lettre que vous avez adressée aux Camerounais le 24 juin 2025, au sujet justement de ce que beaucoup ont interprété comme un appel à la coalition, vous dites exactement ceci: cette transition, la transition dont vous parlez, ne peut venir d'un seul homme, ni d'un seul parti. Elle doit être portée par un sursaut collectif. Nous sommes à la page 3 de ce programme que vous avez, de cette lettre-là. Et plus loin, à la page 22, vous dites exactement ceci: cette bataille ne sera pas gagnée par un seul homme, ni par un seul parti, elle sera gagnée par un peuple debout, rassemblé, mobilisé. Commentaire du texte. Commentaire du texte, il est très simple. Le ministre... Est-ce que ce n'est pas un appel à la coalition, justement? C'est de ça qu'il s'agit, cher monsieur. Est-ce que vous avez donc rebroussé chemin? Non, pas du tout. C'est votre lecture. Vous utilisez des prismes réducteurs. Chiroma est investi par le FSNC, le parti dont il est créateur. Mais Chiroma a été élevé à la dignité de candidat de la coalition par l'Union des forces pour le changement. L'Union des forces pour le changement, c'est plusieurs... 2025. C'est plusieurs partis politiques. C'est la société civile qui est venue, des syndicats des enseignants, de l'enseignement supérieur, des mototaximens. Voilà. Ceux-là, ils ont demandé à tous les candidats de répondre au questionnaire. Vous répondez au questionnaire, vous venez et vous prenez part à la compétition. Mais il y a une seule condition, à la seule condition que votre discours soit un discours de rupture. Discours de rupture en particulier pour nous deux qui sommes démissionnaires du gouvernement. Un discours de rupture. J'ai donné non seulement un discours de rupture, tout mon être parle que de la rupture. Parle que de la rupture. Je ne sais pas si de l'autre vous avez obtenu la même chose. Alors à partir du moment où vous n'êtes pas clair, franchement, la politique est un métier dangereux. C'est un métier violent, cher monsieur. Vous ne confiez pas votre tête à n'importe qui, à n'importe quel prix. Voyez-vous? L'Union pour le changement a opéré. L'Union pour le changement, j'étais candidat, j'ai signé, interrogé les responsables de l'Union pour le changement. Ils vous répondront. J'ai répondu. OK? Et des dizaines, je crois, une trentaine, une quarantaine d'autres partis politiques sont venus. Et aujourd'hui, ils ont raison. Il se trouve que l'homme sur qui ils ont jeté leur dévolu, celui-là est adulé, respecté par le peuple, n'est-ce pas? Donc ne vous en faites pas. Tous ceux qui pensent, et j'étais de ceux-là, tous ceux qui pensent que la coalition était possible, nous avons failli vivre la réédition de 92 à 2004. En 92, j'ai été l'un des pères fondateurs de la coordination des partis politiques. Le parti dont j'étais aussi fondateur avait eu le privilège d'avoir comme président le président de la coordination le président de la coordination et du comment vous appelez du directoire politique, président de la coordination et du directoire politique, c'est-à-dire un genre de shadow cabinet, le président du parti auquel j'appartenais. Le jour de son éviction, tout s'est effondré, patatras. Et malheureusement, la montagne a accouché des souris. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Oui. En 2004, c'était exactement la même chose. Nous avons formé la coalition des partis politiques, la coalition des partis politiques de l'opposition. J'en étais le manager, avec quelques autres. Aujourd'hui vivant, vous avez le président Bizeki, vous avez Hogbelen, vous avez quelques autres,
le président, pareil, qui sont là. Mais ça s'était très mal passé. Mais ça s'est très mal passé. Donc, malheureusement, nous avons failli vivre jamais 203. Heureusement, il y a eu ce subterfuge-là. Il y a eu donc l'Union pour le changement. L'équipe de Douala, qui a eu cette vision, ce privilège, a mis en place... Dans tous les cas, il y a eu... on a vu des pays en Afrique où on n'a pas eu forcément besoin de coalition des partis politiques pour que le candidat puisse... Et c'est le cas qui vient là. Et donc on s'en tient à ce que vous avez dit. Edmond, une dernière question. Oui, il y a encore deux ou trois autres Une dernière question, parce que compte tenu du programme, de l'agenda du ministre, on ne va pas le retenir longtemps. Non seulement le vote le 12 octobre prochain, mais la défense du vote et la revendication de la victoire, si jamais vous obtenez la victoire. Avez-vous pris toutes les mesures nécessaires pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote avec des représentants qui pourront rassembler tous les PV et prendre disposition pour revendiquer le moment venu, si vous avez remporté cette élection, pour dire aux Camerounais, vous m'avez voté, je vais défendre votre victoire. Avez-vous des doutes que nous sommes déjà gagnants? Vous avez vu ce que j'ai fait à Yaoundé? Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir? Plus de 100 000 personnes. Avez-vous des doutes sur le bon choix de l'Union pour le changement? Sur le bon choix de tous ceux qui ont adhéré? Vous avez des doutes? Quelles mesures prendre? Eh bien oui, nous sommes parfaitement conscients. Mais le camp d'en face, je vous prie de me croire, le camp d'en face panique. Simplement parce que c'est pour la première fois. Vous savez, la chance qui est la nôtre. C'est tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui veut le changement. Les Camerounais suffoquent, étouffent. Ils veulent le changement. Donc, si j'ai dit c'est toute la nation. Première chose. La deuxième, puisque c'est toute la nation qui veut le changement, c'est toute la nation qui doit construire le changement. Le changement est dirigé par des partis politiques qui ont été interpellés, mais également la société civile qui doit jouer sa partition. Et c'est dans ce cadre que parce que les partis politiques, c'est un groupement d'individus, mais la société civile, ça embrasse toute la nation. Alors, puisque la nation veut le changement, le peuple camerounais veut le changement, vous ne pouvez pas vouloir le changement et vous abstenir de la construction de ce changement. Donc le peuple camerounais est invité d'abord à donner à son candidat, à son leader, une victoire landslide. Alors, Non. Il faudrait que la victoire soit une victoire écrasante, qu'on n'ait pas besoin de photos. Une fois donc que c'est fait. Maintenant, l'autre volet de votre question, oui, des mesures sont en train d'être prises. Oui. Il ça, que nous soyons prêts avec le peuple pour prouver que ça, le RDPC ne peut pas gagner. Est-ce que vous avez un jour rencontré quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, il valide ce qui se passe? Vous-même, vous l'avez dit au début, que j'appartiens à un gouvernement où tout va à volo, et comment est-ce que je peux faire? Merci, monsieur. Il y a une question importante. Malheureusement, Edmond, non, je vais la poser, elle est importante. Il a dit, s'il est élu, il va former un gouvernement d'union. Qu'est-ce que vous mettez dans le gouvernement d'union et le fédéralisme dont vous avez parlé? Le lien entre les deux. Non, c'est un gouvernement. Je suis investi par le pouvoir, l'Union pour le changement. Le programme que je conduis, ce n'est pas le programme du FSNC. OK? Je conduis le programme de l'Union pour le changement. Une transition. Une transition. C'est donc un gouvernement de transition générationnelle qui a la responsabilité de réparer, de réformer et de refonder. Très bien. Edmond Kangui, infiniment merci. Merci. Ça allait au pas de course, mais on est bien obligé de faire ici. Merci infiniment. Bon vent au président. Thank you. Merci beaucoup. Mieti. Très bien. Alors nous allons donc recevoir sur cette scène Donald Brice Kamgan pour les questions de société. Mais en attendant qu'il arrive, monsieur le ministre, je voudrais avoir votre lecture, d'abord le diagnostic que vous posez sur une question comme la question de l'emploi, dont vous avez été le principal artificier pendant quelques années. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez, quel est l'état des lieux que vous faites, et demain en tant que président de la République,
qu'est-ce que vous comptez faire pour rectifier le tir en matière d'emploi? Parce que, comme vous le savez, c'est une préoccupation quotidienne et constante des Camerounais. Très bien. Question pertinente. Les Camerounais, il y en a beaucoup qui sont des diplômés, qui sont des chômeurs, qui sont des mototaximens, qui sont des vendeurs à la sauvette. Quelle est leur faute, quel est leur crime, si on peut dire? C'est de n'avoir pas reçu une formation adéquate, une formation en adéquation avec le besoin de la production et du développement de notre nation. Je veux par là dire que notre système éducatif a formé plus de gestionnaires de richesse que de créateurs de richesse. Alors tous ceux-là qui ont des masters et autres qui attendent, ils attendent qu'on crée de la richesse, mais les créateurs de la richesse ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas formés. Donc moi, président de la République, je vous prie de me croire, c'est d'abord de faire de la formation professionnelle un ordre d'enseignement au même titre que les autres ordres et de mettre tous les Camerounais, je vais les former parce que chaque Camerounais doit être ouvrier, architecte, artisan de la renaissance de notre nation parce que le peuple camerounais est un peuple barodaire, un peuple conquérant. Aujourd'hui, il est lisse. Il faudrait donc réveiller, il faut donc susciter cet engouement-là, cette conviction que nous sommes un peuple de gagneurs, un peuple de vainqueurs. Sur la question de la lutte contre le chômage et la promotion de l'emploi, vous avez des candidats qui ont proposé de faire 1 million d'emplois chaque année, soit environ 7 millions pendant le prochain septennat. Osé? Possible? Vous savez, le Cameroun doit être un pays émergent, un pays industrialisé, un pays émergent. Où sont les ouvriers de l'émergence? Où sont les ouvriers de l'industrialisation quand on n'a pas de bons carreleurs, quand on n'a pas de bons étanchéistes, on n'a pas de bons soudeurs, on n'a pas. Donc, vous savez, on annonce, je suis en mesure de créer des emplois. Oui, au lieu de faire venir de la machinerie pour aplatir les routes et puis machin, on recrute des Camerounais pour casser la pierre. Et puis oui, ça peut occuper pendant quelque temps. Mais aucun édifice important dans notre pays a été construit à partir des ouvriers camerounais. On fait venir des étrangers africains, des étrangers européens ou des étrangers mondiaux. Donc la formation professionnelle, c'est la clé. Moi, président de la République, je transformerai tous les Camerounais en ouvriers dans leur domaine de choix et de compétences. Recevons Donald Briskanga. Donald, bonsoir. Bonsoir Duval. J'ai commencé à poser des questions sur l'emploi et la formation professionnelle. C'est une passe. Tout à fait. Bonsoir Monsieur le Président. Merci beaucoup, bonsoir. Alors commençons par ce secteur de la formation professionnelle qui vous colle presque à la peau parce que vous êtes d'abord ancien travailleur vous-même dans le chemin de fer, on ne le rappelle pas souvent assez, mais aussi anciennement en charge de ces questions comme Duval vient si bien de le rappeler. Dans l'opinion populaire, Monsieur le Ministre, les gens pensent que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans sa configuration actuelle a pour mission de créer de l'emploi. Or, le décret 2005 qui l'organise fait de ce ministère le ministère en charge de la promotion de l'emploi, de la régulation du marché de l'emploi. D'où vient cette confusion? Certains vous ont demandé d'ailleurs de décompter le nombre d'emplois que vous avez créés pendant, entre 2019 et 2025. Le ministère ne crée pas des emplois. Le ministère est en contact avec le secteur privé, producteur de la richesse. Il y a ce que nous appelons la gestion prévisionnelle des emplois. La gestion prévisionnelle des emplois prescrit au maître d'être en contact, au ministre d'être en contact avec le secteur de production. J'ai donc un contact avec le président du JICAM, le MECAM, ainsi de suite. Je dois visiter toutes les entreprises pour avoir une idée de leurs besoins à court, moyen et long terme, de manière à pouvoir former en amont. Voyez-vous? Donc, si vous me demandez combien on a créé, je vais voir les entrepreneurs, parce que l'État est saturé. La fonction publique ne recrute plus, et quand bien même elle recruterait, ce n'est pas sa vocation de créer de la richesse. Elle ne sait pas le faire. L'État camerounais ne sait pas créer de la richesse. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais donc à la rencontre des chefs d'entreprise. Je leur demande quel est votre besoin en matière de formation. 1.
Et de deux, je veille à ce que tout étranger qui travaille au Cameroun, je veillais, tout travailleur qui travaille au Cameroun, au préalable, il faudrait d'abord que je vérifie sur le plan national qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire le travail pour lequel on va les recruter. On va y revenir, monsieur le ministre. Non, je dois répondre à cette question. Allez-y. Mais une fois donc qu'il est établi, après consultation de notre banque de données, qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire, alors j'autorise, je signe le contrat, mais je lui prescris de recruter un Camerounais. De telle façon que, au terme de son séjour, que le transfert de technologie soit opéré et que le Camerounais soit capable de se substituer à lui au terme de son séjour. Voilà comment on procède donc pour le recrutement. Mais maintenant, ça c'est pour le recrutement. On ne forme pas seulement pour le recrutement. Et si l'entreprise ne veut pas de vous, qu'est-ce que vous allez devenir? D'accord. C'est pour ça qu'on forme aussi pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Est-ce que dans la configuration, monsieur le ministre, vous pensez que le Fonds national de l'emploi, créé dans les années 90, a toujours sa place? Lorsqu'on regarde l'émission, on a l'impression que l'émission se chevauche avec celle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Oui, ça se chevauche parce que c'est le bras séculier de l'État. Ce département, le Fonds national de l'emploi, a la responsabilité, c'est un médiateur entre le demandeur d'emploi et l'employeur. Il est spécialisé dans la médiation, dans la formation et dans le suivi. Médiation, le contact entre le besoin, un patron qui a besoin d'un chimiste, un patron qui a besoin d'un étanchéiste, s'adresse à lui. Lui, tous les demandeurs d'emploi vont vers lui. C'est lui donc qui est en contact avec les deux, les demandeurs d'emploi et l'employeur. Est-ce que le FNE et le ministère se marchent dessus? C'est la question. Non, pas du tout. Pas du tout, ça ne marche pas. Moi quand j'étais là, poser la question au ministre. Vous savez, il y a tellement de choses à faire qu'une fois que cette responsabilité est confiée à quelqu'un, je l'accompagne. De poser la question au DG qui est là, est-ce qu'un jour il a eu un seul problème avec Tiromano? Je l'associe dans tout ce que je fais et lui aussi, chaque fois qu'il a besoin de moi, que ma présence doit honorer quelque chose, we are together. Vous parliez des emplois irrégulièrement occupés par les étrangers. Ça a été l'une de vos batailles dans les dernières semaines, les derniers mois avant votre démission, monsieur le ministre. On nous dit qu'il y a plus de 10 000 Camerounais, plus de 10 000 travailleurs, étrangers au Cameroun. À peine 2000 sont en situation régulière. Vous disiez à l'époque que vous avez beaucoup de pression par rapport à ce combat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez obtenu des résultats par rapport à ce défi? Vous savez, j'ai quitté le gouvernement depuis combien de mois? Depuis juin. Voilà, alors posez la question, mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas que je vais éviter, non. Le problème est sérieux. Vous avez des étrangers aujourd'hui qui entrent dans notre pays sans se faire identifier. Aucune institution aujourd'hui n'est en mesure de vous dire le nombre d'étrangers qu'il y a au Cameroun, pourquoi ils sont là, de quelle nationalité, quelle est leur profession, pour combien de temps ils sont là. Cette bataille est engagée sous ma responsabilité. Dieu merci, tous ceux qui sont impliqués dans le domaine, le DGSN, il joue cette partition en virtuose, c'est-à-dire il a adhéré à l'idée et chaque fois qu'on a opéré des sorties pour aller vers les étrangers afin de pouvoir les édifier, il a mis autant de policiers qui étaient nécessaires pour faire ce travail-là. Mais une fois de plus, notre souveraineté dans ce domaine-là est à reconstruire. La pression était très forte. Parce que ça concerne quand même les grosses multinationales, la diplomatie qui est un secteur très sensible, qui relève du domaine privé du chef de l'État. On suppose qu'il y a eu beaucoup de coups de fil pour que vous reculiez. Non, pas du tout. Vous savez, je ne suis pas le genre qu'on impressionne. Je ne suis pas le genre qu'on... Non, pas du tout, pas du tout. La grandeur de cette nation m'échevillait au corps. C'est pour ça que, même quelle que soit la diplomatie, les Canadiens aujourd'hui, vous avez beaucoup de Camerounais qui partent au Canada. OK? Simplement parce qu'ils sont chômeurs ici. C'est la mort dans l'âme que nous acceptons qu'ils partent. Parce que c'est des gens qui sont là, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Si ils peuvent trouver un espace à l'étranger, j'ai dit la mort dans l'âme, il faut concéder cette chose-là. Mais ça, c'est une anomalie.
un pays en développement, avec toutes les richesses naturelles dont la nature nous a pourvus, on devait plutôt être demandeur et non, on ne devait pas, on devait avoir le plein emploi et même demander l'expertise de l'État. Au-delà de la question de l'emploi, il y a une autre préoccupation des Camerounais. Tous les jours, c'est en rapport avec l'accès aux soins de santé. C'est par là qu'il faut terminer l'entretien de Mme Scandra. Oui, sur la question de la santé, effectivement, Monsieur le ministre, vous promouvez la santé pour le plus grand nombre. Comment est-ce qu'on finance cela? Je rappelle que vous êtes porteur d'un projet sur la transition, donc vous n'aurez pas beaucoup de temps. Comment vous mettez tout ce mécanisme-là en place avec beaucoup de médecins qui sont partis, près de 7000 médecins camerounais sont établis à l'étranger? Oui, parce que malheureusement, il y a une adéquation entre la formation et la rémunération, entre l'emploi et la rémunération de cet emploi. C'est un drame. Pourquoi? Parce que notre économie s'est effondrée. Nous ne générons pas de revenus, nous ne générons pas de la devise. Ok? Est-ce que c'est normal qu'on exporte brut la matière première que nous vendons pratiquement aux francs symboliques et que la même chose nous revient pour payer 100 fois, 1000 fois plus cher? Le problème donc, c'est celui-là, cher monsieur. Une fois de plus, je vous dis, il faudrait mettre de l'accent sur la professionnalisation, sur la formation professionnelle. Vous posez maintenant le problème de santé. Le problème de santé, il faudrait que l'État, il faudrait que notre économie génère suffisamment de moyens pour que l'assurance santé, maladie, l'assurance universelle voit le jour. Maintenant, on sollicite les Camerounais, ceux qui ont les moyens de pouvoir prendre cette assurance. Il fut un temps dans ce pays où les soins de santé étaient gratuits. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans votre jeunesse. Il fut un temps où les soins de santé étaient gratuits, l'éducation c'était simplement parce que notre économie était suffisamment forte. Mais maintenant, notre économie survit simplement au goutte à goutte que lui appliquent les institutions financières partenaires. Voyez-vous? Donc, oui, l'avenir, ça va dans ce sens, mais à la seule condition que nous ayons suffisamment de moyens pour financer cela. Alors, la question de l'évacuation, des évacuations sanitaires également, c'est une question qui préoccupe, Monsieur le ministre. Ces derniers jours, il y a une demande d'évacuation concernant un haut cadre de l'appareil d'État, dont l'évacuation est sollicitée par le ministère de la Santé publique. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question des évacuations sanitaires au Cameroun, notamment pour ce qui est des hauts cadres de l'administration? Vu du Camerounais lambda, c'est une affaire de grosses légumes. Non, vous savez, allez dans nos hôpitaux, où se trouve le plateau technique. Quand bien même nous avons l'expertise humaine, nos médecins sont bien formés, incontestablement. Mais où se trouve le plateau technique pour faire? Et le plateau technique, ça coûte cher, on n'a pas d'argent. Alors ceux qui ont les moyens s'offrent donc ce luxe, disons ce moyen, pour aller se faire soigner à l'extérieur. Évidemment, c'est une anomalie, ça fait partie des dysfonctionnements qui sont des révélateurs des difficultés financières dans lesquelles se trouve l'État. Mais c'est une anomalie. Les Camerounais sont formés, maintenant il faut le plateau technique. Là où il y a, les Camerounais sont extraordinaires, ils sont excellents. On marque une pause pour permettre au président d'avaler une gorgée d'eau et puis on reprend avec bien sûr la suite des échanges. La suite des échanges. Alors nous allons poursuivre l'échange avec le dernier pan, n'est-ce pas, de cet entretien qui porte sur les questions de santé. Oui. Monsieur le ministre de la Santé publique a fait le point sur le nombre de personnes évacuées à l'extérieur du territoire national pour les questions de soins. Il parlait de 81 personnes qui ont été autorisées à aller se soigner à l'extérieur. Est-ce que sur ce plan-là, vous pensez qu'on avance au rythme souhaité? Le Cameroun a quand même aujourd'hui dans la plupart de ces régions, centres hospitaliers régionaux. Qu'est-ce qu'il faut faire davantage dans ce secteur? Vous savez, vous posez la question, l'année dernière, vous dites, n'est-ce pas? C'est ça. Il faisait le point sur l'année 2023, voilà. L'année dernière. Alors, j'étais solidaire du gouvernement. Je me refuse donc de mettre un jugement de valeur, surtout s'il est négatif,
dès lors que moi-même, j'étais membre de ce gouvernement et la solidarité me prescrit de rester fidèle à cette chose-là. Mais une fois de plus, retenons une chose. C'est l'absence de plateau technique qui oblige les Camerounais à sortir. À sortir. Donc, moi, président de la République, je vais privilégier toujours 3 domaines. L'éducation, la santé, la justice. Éducation, santé, justice. Au lieu de se battre pour entrer à l'ENAM, moi, président de la République, les gens se battront pour aller à l'éducation. Les gens se battront pour aller à la santé, pour aller à la justice, parce que ces 3 fonctions-là seront des fonctions nobles. En plus, donc, j'ajouterai également ceux qui sacrifient de leur sang pour la défense de nos frontières, en particulier au niveau des soldats et autres, parce qu'ils sont très mal rémunérés. Vous comprenez? Moi, je sais ce qui ne va pas. Et je sais ce qu'il faut faire le jour où nous ferons de la fortune publique quelque chose de sacré et que la désacralisation coûtera si cher que personne n'oserait. Vous allez voir comment cette nation va renaître de ses cendres. Simplement parce que la fortune publique est aujourd'hui dilapidée. Voilà. Un autre secteur que vous connaissez très bien, monsieur le ministre, le secteur des transports. Pour avoir été ministre des Transports entre 1992 et 1996, aujourd'hui au Cameroun, il y a environ 3000 décès par an des suites d'accidents de la circulation, chiffre moyen. Quelle a part de responsabilité du parc automobile du Cameroun dans la survenance de ces accidents de la circulation qui endeuillent chaque année de nombreuses familles? Bon, le problème, il est connu. Hein. Un accident, c'est d'abord les infrastructures routières, c'est l'état du véhicule et c'est la capacité et qualité du conducteur. La question porte sur l'état des véhicules qui relève du ministère des Transports. Il y a donc 3 choses. Il faudrait que les 3 soient examinés concomitamment pour éviter cette chose-là. Il suffit simplement qu'il y ait une faille quelque part pour que la situation soit ce que vous êtes en train de décrire là. Moi, président de la République, je sais exactement ce que je dois faire, monsieur. Très bien. J'ai été transporteur moi-même, je sais exactement ce qu'il faut faire dans le domaine des transports parce que c'est mon domaine de prédilection. Je vais une toute dernière question, je vous en prie. Monsieur le ministre, vous avez obtenu et vous avez célébré cela à l'époque, la réduction des frais de formation des enfants, des jeunes, dans les établissements scolaires, dans les centres de formation de l'excellence, comme on les appelle, de 500 000 francs à 50 000 francs CFA. Sauf que certains experts estiment qu'en voulant résoudre un problème, la question des coûts qui était trop élevés, on a créé un autre, c'est-à-dire les formations pourraient être frélatées désormais dans de mauvaise qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Le problème se pose au niveau des centres de formation gouvernés par l'État. Dans toutes les universités d'État, on dépense 50 000 francs qu'on paye pour la formation. Ok? La formation professionnelle qui crée de la richesse coûte excessivement cher. Il s'opérait donc une discrimination par l'argent. Les familles qui ont les moyens peuvent instruire leurs enfants dans ces centres. Mais quel que soit le génie du fils du pauvre, ce n'est pas possible. Cette discrimination m'était insupportable. Parce que tel n'est pas le cas dans des universités. Pourquoi, quel que soit le niveau de richesse, le fils du pauvre comme le fils du riche paye la même chose? Pourquoi au niveau de la formation professionnelle, est-ce que vous savez ce que coûte la formation d'un universitaire? Ce n'est pas 50 000, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200, ce n'est pas 300, ce n'est pas 400 000 avantages. L'État subventionne pour que ça arrive à ce niveau. Alors pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est donc pour cette raison, parce que là, on forme des chômeurs, mais ici, on forme des gens qui vont travailler. Alors j'ai plaidé, c'est passé, le chef de l'État a accepté de privilégier donc ceux qui reçoivent de la formation, parce que eux, sûrs, vont créer de la richesse. En revanche, là où on finance pour former des chômeurs. Inacceptable. Est-ce que la question des effectifs ne va pas se poser? Parce qu'il n'y a que 3 centres, on le rappelle, au Cameroun, Douala, Limbé et Saint-Mélima. La question du nombre de personnes capables d'être absorbées par
ces 3 centres seulement? Et puis est-ce que c'est pas un rapport aussi, monsieur le ministre? C'est-à-dire que certains estiment qu'il faut donner cette charge au privé et subventionner? Non, pas du tout. Enfin, si l'État a les moyens, pourquoi pas? Mais l'État n'a pas les moyens aujourd'hui. Je vous ai dit que ce n'est pas la faillite, mais notre réserve d'échange se trouve, c'est juste. Vous n'êtes pas libre de dépenser ce que vous voulez quand vous allez à l'étranger. Parce que ce niveau-là, s'il baisse au-delà d'un certain seuil, il faut dévaluer notre monnaie. C'est donc pour cette raison que, donc, là, ce n'est pas possible de le faire. Vous dites, pourquoi pas donner cette chose-là à l'étranger pour la formation? Au privé. Déjà, de mon temps, le président avait exigé qu'il y ait un centre de formation professionnelle d'excellence dans chaque chef-lieu de région. Pour l'instant, c'est 3 régions. Oui, pour l'instant, c'est 3. Simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. Moi, président de la République, compte tenu de la richesse énorme en matière de ressources minières, avant d'exploiter l'or, le diamant, le tungstène, le cobalt, le phare, l'uranium, je prescris d'abord la formation d'une vingtaine, d'une trentaine de centres de formation où on va former au métier, à tous les métiers dont la nation a besoin. Il faut simplement greffer ça au remboursement de la dette qui va se situer sur 20-30 ans. Mais il faut privilégier la formation professionnelle. Très bien. Merci, Donald Brice Kangam. Merci Duval, merci monsieur le ministre. Pardon? Monsieur le Merci Président. monsieur le ministre, merci monsieur le président. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Très bien. Nous allons donc recevoir Aloïs Onana pour les questions économiques. Oui, là, on parle des questions sociales vers les questions économiques. Et dans la transition, peut-être une question socio-économique, monsieur le ministre, en attendant qu'Aloïs Onana s'installe. Aujourd'hui, l'une des questions qui préoccupe les Camerounais, c'est la vie chère. La vie est de plus en plus chère. Et lorsque les Camerounais vous regardent à la télé ce soir, ils se posent la question de savoir qu'est-ce que Issa Tiroma Bakari nous propose pour lutter efficacement contre la vie chère et permettre d'améliorer le panier de la ménagère. Très bien. Question pertinente. C'est une question économique d'importance. Quelles sont les sources de revenus de l'État? L'impôt, les taxes, mais c'est surtout le secteur producteur qui est mis à contribution. Celui qui importe, il importe en tenant compte de ce qu'il a déjà dépensé, compte tenu de la marge. Les difficultés économiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui n'autorisent pas à l'État de percevoir moins de taxes, moins d'impôts, parce que chaque fois qu'un impôt s'installe, l'économiste, le patron qui est commerçant, on lui impose quelque chose. Ce n'est pas un problème, il va répercuter ça sur le client. Mais le client, lui, son pouvoir d'achat n'augmente pas. L'État augmente l'impôt. L'impôt se répercute donc sur vous qui êtes commerçant, qui avez importé. Et vous répercutez ça sur Et vous le client. répercutez. Mais sauf que le salaire, lui, n'a pas augmenté. Absolument. Le coût de la vie, qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut que augmenter. C'est pour cette raison que, dans un premier temps, consommer camerounais doit être la voie qu'il faut privilégier. Il faut absolument reconquérir notre souveraineté alimentaire. Nous dépensons 1000 milliards, 2000, 3000 milliards pour importer des choses que nous pouvons produire. Je vous donne quelques indications. Pour le maïs, on importe par an environ 40 000 tonnes. Cela coûte environ 7-8 milliards de francs CFA. Pour le poisson, le volume aujourd'hui est de 234 000 tonnes par an pour environ 200 milliards de francs CFA. Je vais parler du riz, parce que là encore, c'est plus grave. Ça veut donc dire que le principal levier, ça va être booster la production pour limiter les importations. Vous avez parfaitement raison, mais je dis une fois de plus. Il faut booster, il faut produire camerounais et consommer camerounais. Il y a une possibilité de régulation. On peut se passer d'un certain nombre de choses. Au lieu de les importer, qu'on les produise sur place. Il y a 3 000 milliards, 4 000 milliards, peut-être 2 000 milliards ou 3 000 milliards à économiser en interne. Si on peut mettre en place
des infrastructures, si on accompagne par exemple le secteur de production, si on accompagne le patronat. Aujourd'hui, chaque fois que l'État a besoin de quelque chose, on va vers le producteur de la richesse pour le taxer, oubliant que cette taxe-là va se répercuter sur le consommateur. Nous recevons Aloïs Anana. Aloïs, bonsoir. Bonsoir Duval. Où vas-tu? Bonsoir Monsieur le Président. Monsieur, bonsoir. Le destin de l'homme se joue sur la monnaie. Je rappelle Joseph Tchundjiang-Pouemi, c'est vrai qui a pris cette pensée-là chez Jacques Rueff, un économiste également. Et vous avez évoqué cet aspect-là au moins par 2 fois dans votre réponse, en parlant des devises. Mais lorsque vous parcourez votre programme, eh bien, on repart de là étant satisfait. On a envie d'aller à la maison, se coucher et dire, ben voilà, on a en fond de nous un messie. Est-ce que ce n'est pas déjà une façon de dire, je ne pourrais pas gérer avec le franc CFA? Sinon, comment gérez-vous, comment effectiviser votre projet avec le franc CFA et le compte d'opération qui est logé là où il est logé? L'indépendance d'une nation repose sur son économie, sur sa monnaie, sur sa technologie et sur sa langue. L'indépendance d'une nation repose sur sa monnaie, sa technologie et sa langue. Aussi longtemps qu'on n'aura pas la maîtrise de la technologie, c'est-à-dire nous ne créons pas de richesse. La monnaie est le reflet de l'économie. Si vous avez une économie prospère et forte, votre monnaie est enviée. OK? Mais si l'économie demeure ce qu'elle est aujourd'hui, notre monnaie fera l'objet des attaques. Chaque fois ici, là, chaque fois, nous entendons des bruits. Il y a risque de dévaluation. Il y a risque de dévaluation. Pourquoi? Dévaluer notre monnaie, pourquoi? Parce que les besoins en importation, à raison de notre réserve d'échange, ok? Notre monnaie, je disais tout à l'heure que si vous avez 100 francs, vous avez 10 000 francs, les 10 000 francs-là ont leur équivalent or dans des banques, au niveau de la banque centrale. Mais si vous avez émis 10 000 et que votre réserve ne vaut que 5 000, votre monnaie risque d'être monnaie de singe. C'est donc pour cette raison que la monnaie est un instrument de souveraineté qui reflète l'état de l'économie. La monnaie est pour l'économie ce que le sang est pour l'être humain. Donc, chers messieurs, le franc CFA, pour l'instant, nous en avons besoin. Aussi longtemps que notre économie n'aura pas retrouvé sa prospérité, aussi longtemps que nous n'aurons pas trouvé moyen de créer de la richesse pour faire entrer des devises, il ne faut pas parler du franc CFA. Lorsqu'on parcourt également votre programme... Surtout de la création d'une monnaie camerounaise, ou même d'un franc qui soit commun au pays de la CEMAC et de la CEAC. Très bien. Aussi, lorsqu'on parcourt votre programme, on ne trouve aucun chiffre quelque part, ni une estimation financière. Non. Quel volume financier vous sera nécessaire pour d'ici 5 ans, par exemple? Mon programme, il est fixé, il est chiffré. La source de financement connue. Vous savez... C'est laquelle, par exemple? Je ne voudrais pas m'aventurer là-dessus, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je vous avance un chiffre pour que mes adversaires politiques me citent à télévision Equinox, vous avez dit ça et M. Chiroma, ça prouve que vous ne maîtrisez rien. Or, s'il y a quelqu'un qui maîtrise tout, c'est bien Chiroma. Je maîtrise tout, pourquoi? Parce que j'ai des experts à côté de moi. Là où je suis incompétent, je regarde mon expert, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Que devons-nous faire pour nous éviter de bourg? Donc, monsieur, vous voulez, mon programme économique et financier, c'est financé, c'est bouclé, ça existe. Si vous voulez, je vous le ferai. D'ailleurs, vous avez indiqué que vous n'avez pas le programme, ce n'est pas celui du FSNC, c'est celui d'une coalition. C'est exact. Et cela peut bien s'expliquer que vous ne vouliez pas vous aventurer, n'est-ce pas, sur des éléments qui soient moins précis. Alors oui, juste pour rappeler également que depuis, pour faire la route Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam, je dis c'est entre 9 heures de temps, voire 10 heures. En tant que président, que ferez-vous pour que jamais on n'ait plus jamais affaire à ce genre de calvaire? Il faudrait simplement faire de la richesse nationale quelque chose de sain et de sacré.
Le Cameroun n'était pas comme ça, cher monsieur. Le Cameroun que vous avez aujourd'hui, c'est le Cameroun, c'est l'image de son chef, parce qu'un pays, l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et sa nation et son peuple. Du temps du président Aïdjo, le Cameroun qu'il avait, c'était le Cameroun de son image. C'est lui qui a façonné ce Cameroun qu'il a donné à son successeur. Son successeur a façonné son Cameroun, et le Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est le Cameroun de son successeur. Voyez-vous? Donc, c'est pour cette raison, chers messieurs, il faut faire attention. Chiroma que vous avez en face de vous, que connaissez-vous de lui? Parce que c'est un rendez-vous entre un homme et sa nation. Et il faut donc que vous connaissiez l'homme sur qui vous étiez votre dévolu. Chiroma vous a prouvé une chose. Au transport, voilà ce qu'il a fait. Il a inventé, il a créé. À la communication, il a inventé, il a créé. Même chose à l'emploi et à la formation professionnelle. Donc, chers messieurs, d'abord, mon programme, il est financé. Il existe. Ensuite, aujourd'hui, j'ai ce privilège divin, j'allais dire extraordinaire, de transformer toujours l'ordure en or. Ça, c'est quelque chose qui est attaché à mon être. Confiez-moi la gouvernance de notre nation et vous n'en serez pas déçus. Exercer le pouvoir, c'est servir, pas se servir. Yes. Dans votre lettre aux Camerounais. C'est exact. Apparaît entre les lignes une lutte acharnée contre la corruption. Yes, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Mais écoutez, il y a une seule chose à faire. Une seule chose. Sacraliser la richesse nationale. Si s'attaquer à la richesse nationale peut vous coûter 10 ans, 20 ans, 50 ans, exécutable, vous ne vous y approcherez pas, monsieur. J'ai toujours un exemple, il faut toujours s'en servir. Aïdjo, quand il était au pouvoir, vous détournez 500 000 CFA. Vous encourez 10 ans d'emprisonnement, monsieur, 10 ans. 10. Aujourd'hui, l'unité de détournement, c'est combien? Le milliard. Et à ce sujet, monsieur le ministre, à ce sujet, la question de la corruption et du détournement de fonds publics, il y a une institution qui a été mise en place, le tribunal criminel spécial, mise en place justement pour traquer ceux qui s'amusent avec la fortune publique. Est-ce que vous allez la maintenir demain, lorsque vous serez président de la République? Le TCS, le Sénat, le Conseil constitutionnel? La NIF, non. La CONAC et toutes ces institutions-là, compris le TCS-là, est-ce que ça empêche la corruption? Est-ce que ça empêche le détournement des deniers publics? Ça veut dire que ça ne sert à rien? Je vous dis, il y a deux choses. Qui touche à la fortune publique, il paiera un prix tellement exorbitant que ça donnera une valeur dissuasive et une justice juste et équitable, mais qui dit le droit et rend justice. Ça suffit, monsieur. Que dire? Vous savez, dans des pays aujourd'hui, vous oubliez quelque chose là au bord de la route. Vous partez, des kilomètres après, vous revenez, vous trouvez votre chose là où vous l'avez laissé. Simplement parce que le coût à payer pour avoir commis donc cette machin est suffisamment dissuasif que vous n'osez pas vous y. J'ai essayé de faire une virgule tout à l'heure chez des institutions comme le Sénat, le Conseil économique et social et beaucoup d'autres structures qui sont considérées comme des institutions budgétivores. On a écouté des candidats ici indiquer que ce sont des institutions qui vont être supprimées. Une idée que vous partagez? Tout ce qui ne sert à rien doit partir. Tout ce qui est fait dans de complaisance doit partir. Simplement. Oui, avant d'effacer la CONAC et autres qui sont peut-être jugés inutiles, on ne peut pas ne pas rappeler que de plus en plus, Monsieur le Président, nos ports sont boudés par nos voisins qui décrient la corruption, l'état casserie routière. Que fait Chiroma une fois devenu président? Ils ont raison. Lorsqu'un camion part du port de Douala avant d'arriver à N'Djamena, avez-vous une idée des sommes qu'il débourse pour passer à travers les points de péage mis en place là-bas de manière frauduleuse et autres? Non. C'est toute l'économie en termes d'organisation,
en termes de structuration qu'il faut absolument revoir. Ils ont parfaitement raison. Ils ont raison de bouder parce qu'ailleurs, quand bien même la corruption existerait, elle n'a pas atteint de telles proportions. Une dernière question. Que dire aux Camerounais qui sont à l'étranger, en Afrique ou dans le monde, quel rôle pourraient-ils jouer? Est-ce qu'ils ont enfin quelqu'un qui va, une oreille attentive qui répondra, écoutera leurs doléances? Oui, en leur donnant la double nationalité, en garantissant leur investissement, en les consultant chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente. Les Camerounais de la diaspora seront en phase avec le ministre parce que dès la première année, il faut absolument que j'introduise des lois qui protègent naturellement la souveraineté de notre citoyenneté, mais qui autorisent aux Camerounais vivant à l'étranger d'avoir la double nationalité sans brader la souveraineté nationale en matière donc de citoyenneté. Issa Timor Bakary, nous acheminons vers la fin de cette émission. Infiniment merci à Louis Onana pour ces échanges. Je voudrais poser une dernière question avant de vous laisser partir, Monsieur le ministre. Pourvu qu'elle soit gentille. Rassurez-vous. Merci. Dans quelques jours, on va à l'élection présidentielle. Après votre élection à la magistrature suprême, en novembre, lorsque vous allez prêter serment, quel sera votre premier acte de gouvernement? La réconciliation des Camerounais avec eux-mêmes, avec leur histoire. Lorsqu'une nation est brisée, lorsqu'il y a de la discorde, il est impossible de faire de cette nation-là une nation qui préside à ses destinées dans tous les domaines de manière protéiforme. Il faut donc réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, avec leur histoire. Et cette réconciliation passe inexorablement par l'équité et la justice. Aujourd'hui, vous avez des discours de haine. Tel est suprémaciste, tel est ceci, tel est cela. Tous les opérateurs économiques doivent être riches sous ma gouvernance, mais à la seule condition qu'ils contribuent à... Il faudrait que toute la nation soit intégrée dans le secteur de production. Voyez-vous, il ne faudrait pas qu'il y ait une îlot de prospérité dans un océan de misère. Je dis aujourd'hui, je libérerai, je donnerai aux Camerounais la possibilité de faire de l'argent, mais à la seule condition que tous les Camerounais soient impliqués dans cette chose-là. Vous travaillez dans une industrie, accepterez-vous que cette industrie-là disparaisse? Non. Vous ferez tout pour que progresse et promeuve une telle chose. Donc, sous mon administration... De façon, pour matérialiser cela, ce sera quoi? Libération des prisonniers politiques, oui. Retour de l'ancien président ou des restes des nationalistes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais en plus aujourd'hui, régler le problème du Nozo, réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, avec leur histoire, c'est régler en 2 temps, 3 mouvements le problème du nord-ouest et du sud-ouest. C'est possible d'être réglé avec le fédéralisme, c'est possible d'être réglé avec la double nationalité, c'est possible d'être en protégeant les investissements de la diaspora, en leur faisant donc des appels du pied pour qu'ils préfèrent investir au Cameroun au lieu d'aller investir ailleurs. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je vous propose de regarder la caméra en face de vous et d'adresser un message aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et aux millions d'électeurs qui se rendent aux urnes le 12 octobre prochain pour élire le nouveau président de la République. Merci de me donner cette opportunité. Vous me demandez de les regarder. J'ai toujours été en immersion avec le peuple. Je sais exactement la souffrance qu'endure notre peuple. Toutes les mesures que je prendrai vont dans le sens du soulagement, de l'allègement de la souffrance de notre peuple. Alors, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème immense, celui du chômage des jeunes. Nous avons aujourd'hui cette plaie. Nous voyons tous les jours nos enfants mourir dans le désert, mourir dans les océans, à la recherche d'opportunités parce qu'à la maison, malheureusement, il n'y en a pas. Nous ferons en sorte que ce problème trouve une solution, un terme, parce que nous les formerons, parce que nous leur donnerons la possibilité de s'installer en auto-emploi, parce que nous multiplierons les sources de finances pour qu'ils puissent emprunter afin d'être des créateurs de richesses et d'emplois. Je dis donc aux uns et aux autres, Chiroma, vous le connaissez.
Vous le connaissez pour l'avoir vu à l'œuvre. On n'est pas président de la République sans expérience. Simplement parce que le gouvernement n'est pas un centre d'apprentissage. On y est parce qu'on a appris, parce qu'on a su maîtriser. Donc, Chiroma est le président de tout le monde. Je compte sur vous pour mon élection une fois que je serai donc à la présidence. Et je ne doute pas, avec l'euphorie que suscite ma présence, je ne doute pas de la confiance dont je suis investi par la grâce de Dieu et le soutien du peuple. En 2 temps 3 mouvements. En 2 temps 3 mouvements, nous ferons en sorte que cette nation soit respectée. Soit respectée parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Cameroun est devenu un peu la risée. Lorsque vous rencontrez des étrangers, ils vous demandent que se passe-t-il au Cameroun, ce pays que nous avons, que nous connaissons, un peuple baroudeur, conquérant, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, on a l'impression que les Camerounais rasent le mur. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la gouvernance n'est pas bonne. Je suis des vôtres. Je dis aujourd'hui, compte tenu de mon expérience et de tout ce que je sais de la vie et de la souffrance que j'ai endurée, je ferai en sorte que chaque Camerounais soit fier d'être Camerounais sous la présidence de Chiroma par la grâce de Dieu. Je vous remercie beaucoup. Et donc vous invitez les électeurs à jeter dans l'urne le bulletin que le réalisateur va certainement montrer à l'écran. Voilà, le bulletin jaune avec la photo du président Issa Chiroma Bakary et le FSNC. Merci infiniment, Issa Chiroma Bakary, d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup à Equinox, merci à son DG. Vous savez, j'ai une relation particulière avec le DG, mais peut-être il n'essayait pas de le dire ici. En tout cas, merci beaucoup à Equinox. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Etoudi 2025. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.